l'intelligence artificielle au service de la santé. Pour cette présentation, donc, on a demandé au docteur Vanessa Doué-Vanucci, qui est présidente et fondatrice d'Okidia. Elle est chercheure clinicienne en neurosciences. Elle a consacré sa recherche sur le développement cérébral des enfants de 3 à 20 ans. Elle a supervisé de nombreux projets de recherche translationnels en intégrant l'imagerie génétique, la cognition et la neurobiologie, nécessitant l'exploitation de données pertinentes et d'analyses prédictives multimodales, dont l'intelligence artificielle. Vanessa. Merci. Très belle introduction. Merci à tous, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de présenter un domaine qu'on appelle l'épidémiologie digitale et sur un domaine qui est plus mon domaine de prédilection, que sont la santé mentale chez les enfants et les adolescents, avec une petite pointe de focus sur les troubles du neurodéveloppement. Alors, l'épidémiologie digitale, c'est un mot qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, et en fait, c'est le fait d'utiliser un certain nombre de flux qui viennent de nos outils numériques, que sont le web ou le mobile, afin d'essayer de faire progresser la santé, et la santé à titre d'une population ou de l'individu. Alors pourquoi aujourd'hui ? Vous savez bien qu'on a tous des objets connectés. 62,5% de la population mondiale est connectée, soit 22 milliards d'objets connectés. Ça fait 5 objets pour une personne. Et ça ne cesse d'augmenter. On estime entre 1 à 7, voire 1 à 10 d'ici 5 ans. Donc tous ces objets connectés qui nous entourent et auxquels on doit faire face, on entend souvent le côté négatif, mais il y a un côté positif, c'est qu'on est capable de collecter pas mal de données de façon massive, et que ces données, grâce à l'intelligence artificielle, vont permettre d'apporter et de définir une nouvelle médecine, la médecine au niveau de l'individu, qui permet d'appréhender la dynamique de la santé de la population et des maladies. Donc, comme vous ont présenté Juliette et Fabien, on a un certain nombre de données, les données cliniques, physiologiques, je ne repasserai pas là-dessus. Aujourd'hui, je vais rajouter la donnée digitale et vous démontrer l'importance de ces données dans la médecine de prédiction. Alors, je vais vous parler un peu de mots que vous allez entendre dans les journaux de plus en plus. C'est peut-être des gros mots pour certains, pour d'autres non. Donc on appelle l'ensemble des données, dont on vous a décrit, données biologiques, données cliniques, qu'on appelle plus traditionnelles, on appelle ça des deep phénotypes. Et aujourd'hui, on parle de Deep Digital Phenotype, DDP, parce qu'en fait, on va intégrer tous ces phénotypes dits digitaux, donc c'est toutes les données captées par notre environnement, qui peut être les dispositifs médicaux, les dispositifs portables, tout ce qui est réseaux sociaux, les biomarqueurs digitaux, donc je vais vous expliquer un peu plus, et l'intégration de ces deux types de données vont pouvoir être en plus valorisées dans une information qu'on appelle contextualisée, c'est-à-dire que le patient ou l'individu va pouvoir être étudié, entre guillemets, dans son contexte de vie. Donc on va pouvoir aussi avoir une sensibilité sur la qualité de vie de l'individu, les facteurs physiologiques, ses émotions, et une chose qui est de plus en plus importante et qui a été pas mal révélée avec la crise du Covid, c'est tout ce qui est facteurs sociodémographiques, en tout cas l'impact de ces facteurs sociodémographiques sur la santé d'un individu. Et l'intelligence artificielle permet de collecter et de modéliser toutes ces données. Enfin, faut-il encore que ces modèles soient pertinents, soient explicables. Et donc, créer des banques de données à partir de ces ensembles de signaux, en fait, qui, à l'échelle d'un individu, quand il va être évalué, on va pouvoir expliquer et pouvoir prédire les facteurs de vulnérabilité ou ces facteurs de risque. Effectivement, comme vous l'avez dit, pour une médecine de précision, une médecine D5P, et moi j'avais mis à la place de preuve de pertinence, c'est-à-dire que la donnée, elle a vraiment une signification clinique pour l'individu. Et cela aboutit effectivement à une prévention plus orientée, où l'individu va être engagé et devenir acteur de sa santé. Alors, pourquoi l'intelligence aujourd'hui ? Pourquoi en santé mentale ? Et pourquoi je me suis intéressée plus particulièrement aux troubles du neurodéveloppement ? Alors, la santé mentale, c'est une longue histoire. Les premières trépanations datent de 3000 à 4000 avant Jésus-Christ. On ouvrait le crâne pour pouvoir faire
libérer les mauvais esprits. Donc c'est quelque chose que l'individu, la population connaissent depuis très longtemps. Il a fallu cependant attendre, notamment sur les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire les troubles de l'apprentissage, de l'attention ou les troubles du spectre autistique, attendre les premières descriptions avec Molière en France, avec ce qu'on appelait l'étourdi, puis avec Pinel et Binet, on parlait d'enfants idiots, puis d'enfants anormaux, et c'est seulement ces 50 dernières années, enfin, j'ai oublié que j'ai vieilli, 70 dernières années avec le DSM-1, donc le Diagnostic Statistical Manual 1, et aujourd'hui on est au 5, où on a vraiment une vraie description et des premières classifications de cette santé mentale et des troubles du neurodéveloppement. Et le consensus a eu lieu qu'en 2018, où on a un DSM dans sa version 5 et la version, on va dire, européenne qui est l'ICM 11, où on arrive à avoir une espèce de consensus des médecins sur comment diagnostiquer les troubles du neurodéveloppement et la santé mentale en général. À une précision près, une remarque prête, c'est que la plupart de cette classification de ces maladies mentales sont faites à partir de questionnaires, d'interviews. Et donc c'est très 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 subjectif. Pour ce qui est du cerveau, où on pense que la plupart de nos maladies mentales proviennent, pareil, le cerveau c'est quelque chose qui est connu depuis des millénaires. Cependant, la complexité du cerveau et la plasticité de ce cerveau est encore très très récente. Je parle de plasticité du cerveau que depuis les années 50, avec notamment Merzenich. Il y en a d'autres, mais c'est mon favori, désolé. Donc je prône Merzenich. Mais en fait, au départ, on pensait qu'effectivement, on naissait avec un certain nombre de cellules et que le cerveau était fixe. Donc on avait une certaine capacité à penser, à réfléchir, à raisonner, et qu'elle était figée. Depuis un peu plus de 70 ans maintenant, on sait que cette plasticité existe, que le cerveau se régénère, qu'on peut compenser certaines fonctions cognitives par d'autres. Et on a de plus, depuis la biologie moléculaire et tout ce qui est biologie médicale, on sait aussi expliquer certains fonctionnements du cerveau grâce aux molécules, ce qu'on appelle la neurobiologie. Et ça aussi, c'est encore très très récent. Vient s'ajouter maintenant, je fais juste un petit clin d'œil, au cerveau connecté, puisqu'on a des startups qui sont un peu plus osées et qui essayent maintenant d'augmenter nos capacités cognitives en mettant des petites puces implantées dans nos cerveaux. Je citerai Neuralink pour ceux que ça intéresse. Donc on voit que la santé mentale, elle repose sur des concepts qui sont encore très très nouveaux et qui sont assez basés sur l'expérience du médecin et donc avec cette notion de subjectivité. Alors comment aujourd'hui on pourrait essayer de repenser cette santé mentale avec cette notion de transdiscipline en utilisant différents types de sciences et de médecine que sont l'intégration de la neurobiologie, donc chercher des biomarqueurs, se baser sur l'expérience du médecin, donc tout ce qui est facteurs cognitifs, comment on peut les classer, comportementaux, s'ajoutent les facteurs émotionnels que l'on peut capter grâce à tous ces objets connectés qui font le quotidien des vies de nos enfants et de nous adultes. Et donc on essaye de combiner l'ensemble de ces données qu'on collecte par différents facteurs pour reclassifier de la neurobiologie ou de l'imagerie, classifier tout ce qui est comportemental et se servir de cet ensemble de transdisciplines pour essayer d'améliorer le diagnostic, la prévention, le traitement, mais également le soutien de ces enfants ou de ces patients qui ont des troubles mentaux. Alors, je vais vous parler de mon sujet de recherche plus particulier, que sont les troubles du neurodéveloppement. Donc, pourquoi c'est important et c'est un vrai problème de santé publique? Parce que ça concerne un enfant sur 6. Les troubles du neurodéveloppement, ce sont des enfants qui ont des troubles du déficit de l'attention, qu'on appelle TDAH. Les 10 pour dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, enfin, il y a tout un nombre de 10, donc c'est les troubles de l'apprentissage. On a les troubles du spectre autistique ou les troubles du comportement, plus ou moins. Et chacun de ces troubles a une difficulté à être classifié, ce qui fait qu'on a seulement 8% des enfants qui sont diagnostiqués, alors qu'on a une prévalence qui est entre
15 et 25% selon les références. Seulement 6% d'entre eux suivent une thérapie, parce que c'est très, très difficile dans notre contexte, avec les outils actuels qui sont peu numérisés par les praticiens de santé, d'avoir accès au traitement. Et la problématique, c'est que ces enfants, souvent, ont plus d'une comorbidité, c'est-à-dire qu'ils sont TDAH, mais aussi 10, où ils ont des problèmes du spectre autistique, mais ont également des troubles du comportement. Donc on a cette complexité qui fait que c'est difficile de classifier, mais c'est aussi difficile de traiter. Les impacts pour les enfants sont assez importants, puisqu'on a déjà une perte de confiance, de l'estime de soi, qui aboutit souvent à de l'échec scolaire, à des taux de chômage dans la vie adulte beaucoup plus élevés, avec des problèmes qui peuvent aller jusqu'à des problèmes de désociabilisation, exclusion, jusqu'à la délinquance ou des tentatives de suicide. Côté médecins et praticiens, les médecins qui sont en première ligne sont les médecins généralistes. Sauf que souvent, ces médecins-là sont peu formés et ils ont peu d'outils systématiques qui leur permettraient de pouvoir adresser un premier bilan. On a aussi énormément de déserts médicaux, enfin, ce n'est pas que sur les troubles du neurodéveloppement, mais en général. Et les conséquences sur les enfants, c'est qu'à partir du moment où on a les premiers signes, c'est-à-dire en fin d'école maternelle, au moment du diagnostic, on a entre 18 et 24 mois, avec un âge moyen de 8 ans pour un diagnostic sur les troubles du neurodéveloppement. Et ces troubles du neurodéveloppement, pour faire le parallèle avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est effectivement en utilisant les outils de la vie de tous les jours, de façon assez régulière. On a tous ces outils où on a plusieurs senseurs. On peut avoir la détection des mouvements, la détection de comment l'enfant agit sur sa tablette. On peut avoir des informations sur l'expression faciale, sur le suivi du regard. Donc on prend cet ensemble de données qu'on va essayer d'agglomérer, de classifier en des caractéristiques qu'on appelle de bas niveau, qui vont faire des sous-ensembles, puis des caractérisations et classifications un peu plus élevées avec la connaissance médecin et la connaissance qu'on a sur toute la recherche scientifique qui a été publiée ou non. Et on intègre cet ensemble de données pour essayer d'avoir une classification plus clinique qui a un vrai sens et qui peut essayer de prendre en compte cette notion de comorbidité, c'est-à-dire d'overlap entre chacune des maladies. Donc, comment ça se passe l'IA chez les troubles du neurodéveloppement? On a un enfant qui joue avec sa tablette, assez fréquent, ou devant son ordinateur, ou devant son téléphone. Ces outils-là permettent de capter de la donnée de façon qu'on appelle multiflux. On peut les coupler avec de l'EEG non invasive. D'autres études couplent ça avec de l'imagerie médicale un peu plus lourde, entre guillemets, même si elle est non invasive, c'est-à-dire de l'IRM. Aller dans une clinique ou donc faire participer à certaines études scientifiques. Donc on se retrouve avec un certain nombre de données assez hétérogènes qu'il va falloir pré-traiter. Et c'est là où effectivement l'intelligence artificielle, tout ce qui est machine learning, voire deep learning, peut nous aider à annoter de façon automatisée et à avoir une banque de données qualifiées. Cette banque de données qualifiée avec un apprentissage supervisé et différents types d'outils va nous permettre d'avoir cette caractérisation et cette classification en groupe qui, par des interrelations mathématiques, statistiques plus classiques ou intelligence artificielle, va nous permettre de voir si ces outils-là sont plus performants que le médecin actuel ou que les ergothérapeutes ou que les psychomotriciens de façon plus rapide, mais également d'identifier de nouvelles signatures, de nouveaux profils de ces enfants qui vont pouvoir tenir compte de l'enfant dans son ensemble, donc obtenir une grille de lecture de l'enfant et pas seulement une classification assez rapide du fait de cette pénurie de médecins, de pénurie d'outils et de ce manque aussi qui est inhérent à notre société de collaboration entre les praticiens de santé. Donc, je vous ai fait rapidement 2-3 exemples pour vous montrer ce qui se publie en ce moment et ce qu'on arrive à faire avec les différentes technologies d'intelligence artificielle. La dyslexie, donc la dyslexie, c'est les enfants ou les adultes qui ont des problématiques à écrire. Et donc, avec ce qu'on appelle les CNN, en français, les réseaux de neurones convolutionnels,
On peut, à partir d'images, essayer de voir comment ces images sont perçues différemment, ou l'image est construite différemment par différents groupes, un groupe non dyslexique et un groupe dit patient dyslexique. On prend ces images et on va les encoder pour avoir des caractéristiques qu'on va pouvoir transformer et comparer grâce à l'intelligence artificielle. Et ensuite, on va faire ce qu'on clusterise, c'est-à-dire que d'après ces caractéristiques qui ont été définies par ces modèles d'intelligence artificielle, voir si un individu va être dans le groupe dyslexique et non dyslexique à partir de la façon dont il a d'écrire. Et ce papier-là est sorti en 2020 et a démontré qu'on était capable de détecter à plus de 68%, avec plus de 68% de précision si un enfant était dyslexique ou non. Et c'était important parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en première ligne pour la dyslexie, c'est souvent les enseignants. Et aujourd'hui, le taux d'enseignants, parce que ce taux a été comparé à celui des enseignants, il n'était que de 2%. Donc on passe de 2% par rapport à un individu à 68% de précision grâce à l'intelligence artificielle. Un deuxième cas, c'est les problématiques de dépression et de suicide. Et là, ce papier-là repose sur la technique de langage naturel, de procession de langage naturel. Et donc là, ils ont utilisé les tweets. Tout le monde utilise des tweets. Enfin, non, pardon. Beaucoup d'entre nous utilisent des tweets. Et en analysant ces tweets et la façon dont ils étaient écrits au cours du temps, on a pu reconstruire des sous-ensembles de domaines psychologiques et psychosomatiques. Et en faisant tourner des modèles d'intelligence artificielle, ils ont réussi à obtenir une précision qui était à 88% des idées de suicide d'après l'analyse de ces tweets. Donc il y a quand même des choses qui font que, de façon contrôlée, on serait capable d'arriver à prédire des comportements de certains des utilisateurs d'après les données digitales. J'en ai encore deux et après je vous laisse tranquille. Les troubles du spectre autistique, là on a utilisé une combinaison de vidéos. Donc on fait jouer l'enfant, on fait regarder à l'enfant une vidéo. Les parents ont un questionnaire, les cliniciens ont un propre questionnaire. Ces enfants-là sont suivis au cours du temps. Et si vous voyez les petites courbes à droite, en noir, c'est ce qu'on obtient comme précision du diagnostic du trouble du spectre autistique lorsque c'est fait par un médecin. En rouge, si on prend juste les réponses des parents. En bleu, c'est les enfants et les parents. Et si on rajoute le clinicien, on a la petite courbe verte où on arrive avec un maximum le score le plus haut de précision de détection des troubles du spectre autistique. Donc on voit que l'outil, j'ai bien aimé cet exemple-là parce que, il est multimodulaire, c'est-à-dire qu'on regarde plusieurs types de données qui sont assez hétérogènes aussi, mais également on voit l'importance de l'intégration de l'intelligence artificielle avec le praticien, puisqu'on a le résultat l'optimal en tout cas dans ce cas-là, avec la combinaison du machine learning et de l'expérience praticien. Et le dernier concerne les troubles de déficience de l'attention. Donc là, c'est l'enfant a des problèmes attentionnels. Il était connu dans la recherche depuis quelques années qu'en fait, ces enfants-là avaient des problématiques de vision. Donc ces chercheurs se sont focalisés sur la capacité d'un individu à avoir la pupille qui se dilate ou qui se constructe. Rétracte en français, oui. Rétracte, pardon, excusez-moi. Et donc, ils ont fait passer des enfants qui avaient des troubles de déficience de l'attention et d'autres qui n'en avaient pas. Ils ont regardé leur capacité à dilater ou pas leur pupille. Et c'est les courbes rouges et vertes. On voit qu'on arrive à différencier l'intensité, la capacité à contracter la pupille et donc d'avoir un diagnostic finalement assez pertinent, sans trop de stigmatisation pour l'enfant aussi de
devoir passer chez le médecin pour savoir s'il va être malade ou pas, et d'avoir donc des outils un peu plus triviaux et déstigmatisants. Donc j'espère par ces exemples-là vous avoir convaincu qu'effectivement l'intelligence artificielle et l'épidémiologie digitale sont un atout pour les praticiens de santé et pour nous en tant qu'individus, où effectivement en combinant les données digitales avec ce qu'on appelle les phénotypes cliniques ou les données de la clinique biologique, on arrivera à avoir une médecine un peu plus précise, accessible et déstigmatisante dans notre cas pour les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Voilà. Merci beaucoup Vanessa. Merci. Juste, il y a une petite question dans le public en ligne. Alors, combien de ces IA ont été validés cliniquement et utilisés dans la médecine de ville? Alors, c'est toute la problématique. Aujourd'hui, tout ce qui est thérapie digitale, il y a à peu près 30 000 applications dans le monde. Parmi ces 30 000 applications dans le monde, seules 2 ont été validées cliniquement. Il s'agit d'une thérapie digitale qui permet de traiter les troubles TDAH, donc les troubles de l'attention. Malheureusement pas française, c'est une start-up américaine qui fait ça, mais qui a été validée, donc a obtenu un marquage CE en Europe et de la FDA aux États-Unis. La deuxième fait du diagnostic des troubles de l'autisme, américaine aussi, Cognoa. C'est la problématique d'avoir de l'IA en France avec des données qui sont protégées et collectées de façon éthique. C'est une vraie force pour nous, start-up et chercheurs, parce qu'on sait qu'on fait ça avec un certain nombre de règles. Le problème, c'est de faire face à la concurrence, et notamment la concurrence américaine, bien que ça commence à changer. Mais eux ont accès à un certain nombre de données collectées pas toujours sous une forme très transparente. Et là, effectivement, on y travaille. On est plusieurs équipes en recherche académique et dans des niveaux de start-up à pousser et à se différencier pour pouvoir rendre nos outils accessibles. Mais voilà, le chemin est encore long. D'accord. Merci Vanessa. Moi j'ai une question. Donc, si je m'inquiète parce que aussi j'ai des enfants en bas âge, je me pose la question. Donc on a vu que les outils que vous développez, ils vont aider pour le diagnostic. Ils sont meilleurs que le médecin, mais on n'est pas de l'ordre du 100%. Et faire des diagnostics sur des enfants, le dire aux parents, surtout avec la marge d'erreur qu'il y a, il y a des implications derrière qui, je pense, doivent être pondérées. Il faut être mesuré sur le diagnostic qu'on pose, parce que ça peut changer la vie de toute une famille. Alors, c'est quoi les perspectives d'amélioration pour faire en sorte d'atteindre, même si je sais que c'est quasiment impossible, 100%? Alors, il y a 2 problématiques sur la santé mentale en général et les troubles du neurodéveloppement. C'est qu'on n'a pas de valeur de référence, premièrement. Le diagnostic c'est posé par des questionnaires et par l'expérience médecin. Si vous regardez les questionnaires d'anxiété ou dépression pré-Covid, post-Covid, on est tous dépressifs, en gros. Donc, effectivement, il faut trouver des outils qui sont un peu plus objectifs. La plupart en tout cas en France, la plupart des chercheurs et des startups qui travaillent sur des outils de diagnostic, on n'est pas là pour faire du diagnostic, mais aider le médecin à avoir de la pertinence dans son diagnostic. Donc on est un outil complémentaire, en tout cas c'est comme ça que l'écosystème veut se poser, et pas en remplacement du médecin, parce que l'expérience médecin, surtout en santé mentale, il y a une notion de suivi, de suivi longitudinal. Donc on essaye de rendre accessible un certain nombre de bilans et de le faire de façon automatisée, sans être responsable et sans se substituer au médecin. Donc pour ça, on est assez vigilant, même si les papiers de recherche montrent qu'on est capable de différencier ou de classifier un trouble.